Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à cette autre édition d'information sur Equinox Télévision. À la une, le Cameroun, la nation camerounaise rend hommage aux vaillants soldats tombés au front, les armes à la main. Ils étaient au total 39 à avoir reçu la médaille de la vaillance à titre posthume. C'était au cours d'une cérémonie d'hommage vive d'émotion au quartier général de Yaoundé. Journée internationale de la femme, l'événement se célèbre dans 72 heures et à quelques heures donc de cet événement, nous ferons le pool des préparatifs, notamment à Bertois dans la région de l'Est et à Banganté dans la région de l'Ouest. Et enfin en sport, un équipementier italien va désormais habiller les clubs de football de Ligue 1 et de Ligue 2. Un contrat allant dans ce sens a été paraphé ce jour à Yaoundé entre la Ligue de football professionnel du Cameroun et cet équipementier italien. Voilà pour les titres. Nous ouvrons cette édition d'information par ces images tristes et même pleines d'émotions au quartier général de Yaoundé où 39 soldats tombés au front, les armes à la main au cours de l'opération Alpha, mais également de l'opération Émergence de la MINUSCA. Ils ont reçu la médaille de la vaillance à titre posthume. C'était devant de nombreuses familles, amis et connaissances, toutes éplorées. Cette cérémonie vive d'émotions est relatée ici par Emmanuel Diop et Marcel Nganson. Jamais la cour d'honneur du quartier général n'a recueilli autant de larmes. Des larmes de tristesse versées sur 39 cercueils, à l'intérieur desquels se trouvaient des soldats tombés sur le champ de bataille en défendant la patrie. Si l'émotion était déjà suffisamment vive, elle a atteint son paroxysme lorsque les cercueils sont apparus. Impossible pour les parents et proches des victimes de retenir leurs larmes. Les 39 soldats tombés à Achigacha, Limani, Kolofata et autres photocolles sont présentés comme des modèles dont le sacrifice doit inspirer la jeunesse camerounaise. Le chef de l'État, chef des armées, salue avec émotion la mémoire de ces soldats qui sont morts pour la défense de notre patrie. Il a tenu, comme vous l'avez vu, à organiser en leur honneur le summum du cérémonial qui a lieu lorsque les militaires tombent sur le champ d'honneur. Et c'est à juste titre qu'ils reçoivent tous la médaille de la vaillance à titre posthume. Nous vous décernons la médaille de la vaillance avec citation à l'ordre de l'armée à titre posthume. Certains de leurs camarades sont présents, y compris ceux qui ont été blessés à la suite des multiples assauts de la secte islamiste Boko Haram. Le sacrifice de ces soldats ne restera pas vain. Le ministre de la Défense a tenu à le réitérer au nom du chef de l'État, en rappelant avec fermeté que Boko Haram sera vaincu. Le chef de l'État m'a enfin demandé d'assurer l'ensemble de nos forces de défense de sa détermination résolue et sans limite à mettre à leur disposition tous les moyens nécessaires qui vont faire en sorte que l'efficacité des forces soit accrue et que cette guerre, qui est une guerre juste, soit menée jusqu'à sa victoire finale. Plus que jamais, nos forces vont puiser à la source de ce sacrifice pour faire preuve de toujours plus de détermination, d'engagement et de pugnacité dans ce combat. Décédés sur le front de guerre en décembre 2014, puis en janvier et février 2015, les 38 soldats, plus celui tué dans le cadre du maintien de la paix en République centrafricaine, vont enfin retrouver la terre de leurs ancêtres, au grand soulagement de leurs familles qui avaient hâte de tourner définitivement cette page ô combien triste de leur vie.
Parlons à présent de cet entretien que Jean Maternendi a eu à mener avec l'ancien secrétaire général à la présidence de la République. C'était sur les antennes d'Equinox Télévision. Eh bien, au cours de cet échange, Titus Edouard a eu à faire plus de nombreuses confessions, notamment en ce qui concerne ses relations avec le président de la République, son appartenance à la Croix-Rouge, mais également les raisons de sa démission du gouvernement en 1997. L'économie de cet entretien nous est faite par Martin Manguele et Guy Zogo. Comme tous ceux qui ont séjourné au cœur du pouvoir, la parole de Titus Edouard est d'or à l'heure des confidences. Dans un entretien avec Jean Maternendi, l'ancien secrétaire général de la présidence de la République et candidat à la présidentielle de 1997 ne s'est pas privé de paroles fortes. À propos de sa relation avec Paul Biya, il bat en brèche l'idée largement répandue dans l'opinion, selon laquelle il fut son ami. Je vous ai dit que je n'ai jamais été l'ami du président. La relation? La relation, même pas, parce que cette relation est basée sur le respect. Ne vous considérez jamais comme son ami. Parce que d'abord, vous ne l'êtes pas. Et si vous étiez même son ami, vous ne l'aideriez pas comme il se devrait. Tout comme il n'assume pas l'idée d'avoir jamais été son médecin. Idem pour la réforme de l'université qu'il dit avoir sauvée. Extrait 3. En revanche, Titus Edouard assume sans embâche son appartenance à la Rose-Croix à mort. C'est quand j'arrive en Italie, tout jeune, que j'ai trouvé l'ouverture. Et je ne pense pas que ça va vous faire peur, que c'est à 20 ans que je suis rosicrucien. Mais au fil de l'entretien, les déclarations choc s'accumulent. Au sujet de la présidence et de sa relation avec Paul Biya, il dresse un bréviaire du comportement à observer auprès du prince. S'agissant de son passage au poste de secrétaire général de la présidence, il estime y avoir rempli sa mission avec honnêteté. Vient alors le temps de la brouille avec Paul Biya, qui pour Titus Edouard est né de divergences avec le système mis en place. Mes convictions politiques ne s'accordaient plus avec les convictions du système qu'il avait créé, que le président avait créé. Pas lui-même. Qu'il avait créé. Ce n'est pas une question d'individu. Surtout pas. Il ne faut pas identifier l'individu à la fonction. C'est très important ça. Donc, pour pouvoir dire ce que je pense, j'ai eu l'honnêteté, le respect de lui et des autres, de me retirer. Parce que si vous êtes dedans, vous la bouclez. Une issue qui met sur la table la question de sa trahison, comme d'aucuns l'ont affirmé. Déterminé, malgré tant d'eau qui a coulé sous les ponts, Titus Edouard soutient que s'il n'avait pas démissionné, il aurait trahi sa propre personne. À l'évidence, loin d'autres figures telles les cardinaux Richelieu et Mazarin, qui ont, elles, préféré tirer les ficelles à l'arrière-plan, Titus Edouard, lui, indique clairement qu'il prend date pour l'avenir. En santé, 85% de personnes souffrant du col de l'utérus décèdent. Face à cette situation, les médecins conseillent plutôt la prévention. Il est par ailleurs recommandé aux femmes sexuellement actives d'effectuer un frottis cervical et celles qui ne le sont pas, de se faire vacciner. Viviane Kamoa nous en dit plus dans ce reportage. Prévenir le cancer du col de l'utérus est mieux que guérir. C'est ce qu'affirment des médecins pour qui seulement un cas sur 10 est véritablement diagnostiqué au Cameroun. Un retard dû à l'insuffisance de moyens financiers et à l'ignorance des populations. D'où l'intérêt d'effectuer un frottis cervico-vaginal tous les 3 ans lorsqu'on est sexuellement actif. Le dépistage se fait comment? Le premier dépistage, normalement, c'est 20 ans. On peut encore le faire au plus tard 25 ans. Le deuxième dépistage, pour éviter des faux positifs et des faux négatifs, se fait 1 an après. Et lorsque le deuxième dépistage, par le frottis cervico-vaginal de dépistage, est fait 1 an après et est négatif, là, la patiente va faire tous les 3 ans son frottis cervico-vaginal jusqu'à l'âge de 65 ans. Il y a un autre moyen de prévenir le cancer du col de l'utérus chez les jeunes filles qui ne sont pas encore sexuellement actives ou dans leur première année de rapport sexuel par des vaccins qui sont déjà disponibles, le Gardasil et le Cervarix.
Malgré le taux sans cesse croissant du nombre de décès liés au cancer du col de l'utérus, il est important de se rendre dans un centre hospitalier dès l'apparition des premiers symptômes, car plus vite on est détecté, mieux on est pris en charge. Le cancer du col de l'utérus se soigne en fonction de son évolution. Il commence tout petit, c'est-à-dire on a des lésions qu'on appelle des lésions de bas grade. Vous avez des lésions de bas grade, vous avez des lésions de haut grade, vous avez du carcinome in situ et vous avez du carcinome invasif. Alors c'est en fonction de l'évolution qu'on prend en charge. C'est dans ce cadre que des médecins de l'hôpital de district de Boula-Moussadi viennent de mettre sur pied des journées scientifiques. Objectif, sensibiliser le personnel hospitalier et les populations. Vous savez que le cancer du col de l'utérus fait partie du deuxième type de cancer le plus populaire, qui est sous-diagnostiqué et déjà qu'on peut, par exemple, prendre en charge. Et dans notre hôpital, avec la présence du gynécologue, on a voulu bien que la population en profite, parce que généralement les taux sont souvent très élevés. C'est dire que le cancer du col de l'utérus continue de tuer près de 85% des personnes qui le contractent. La suite du journal, on parle de la représentativité des femmes dans les administrations publiques et même parapubliques qui reste faible au Cameroun malgré une légère avancée que l'on note au niveau de l'Assemblée nationale, toute chose qui est due à la volonté des pouvoirs publics d'après l'ONG More Women in Politics. Les précisions avec Élisée Mbogba et Maslan Ganso. Les femmes au Cameroun ont amélioré leur représentativité à l'Assemblée nationale, un progrès cependant atténué par un conservatisme machiste maintenu dans les mairies et au Sénat. On a déjà quand même 31,1% à l'Assemblée nationale et les collectivités locales vraiment s'attardent à venir parce que le pourcentage il est toujours moins de 10%. Et le président de la République avait la latitude de nommer 30 sénateurs. Pourquoi est-ce qu'il n'a pas comblé ce vide en faisant même du 50-50? Elles sont très peu présentes dans les institutions nationales et locales et à des positions stratégiques de l'administration publique et parapublique. 5 femmes seulement sont sous-préfètes sur 360, une femme préfète sur 58, 9 sont ministres sur 60, une poignée est magistrate, directeur général et aucune n'est gouverneur. Une faible représentativité des femmes dans les sphères de décision, fruit d'une volonté politique. Le Cameroun ne peut pas avancer sans l'apport de 52% de sa population. Donc il faut nommer plus de femmes. C'est ici, à ce niveau, ce n'est pas le problème des femmes, puisqu'il suffit de la volonté d'une personne. Les femmes représentent pourtant 52% de la population camerounaise. Leur intégration dans les stratégies de développement accélérera le train de l'émergence. Surtout au moment où la parité ne doit plus être considérée comme un privilège accordé aux femmes, mais plutôt comme une exigence incontournable basée sur les droits humains et sur le principe de l'égalité des genres. Eh bien, il faut dire à la suite de Yannick Mbazoua que le droit à la succession et l'accès à la terre sont autant de problèmes exposés hier. C'était à la commune, la mairie de Yaoundé 2e, c'était au cours d'une causerie éducative, comme vous pouvez d'ailleurs le voir en image. Ce sont les femmes qui se sont réunies autour de l'exécutif municipal de Yaoundé 5e pour notamment discuter sur les problèmes portant sur le droit à la succession ainsi que l'accès à la terre, un programme initié en prélude donc à la Journée internationale de la femme qui se célèbre, comme vous le savez déjà, chaque année le 8 mars. Sur le choix du thème de ces travaux, je vous propose de suivre Yvette Claudine Gonor, elle est maire de Yaoundé 5e au micro d'Equinox Télévision. Et de faire savoir aux femmes, à nos femmes, leurs droits fondamentaux. C'est-à-dire comment est-ce qu'elles peuvent se comporter pour succéder, qu'elles sachent ce qu'il y a à faire pour avoir droit à la succession, quels sont leurs droits, quels ne sont pas leurs droits. Est-ce qu'elles sont héritières de ci ou ça?
ainsi de suite. Vous savez très bien que beaucoup de femmes, une fois mariées, et même parfois, même si elles ne sont pas mariées, on pense toujours que la femme n'a pas droit à la terre. Il est donc question pour ces femmes de savoir qu'elles ont tout à fait droit, au même titre que les hommes qui sont leurs frères, droit aux biens que leur père les a laissés. Par exemple, le droit à la terre, le droit à la succession, parce que tous les enfants succèdent à part égale aux biens qui ont été laissés par leurs parents. Nous pensons que la femme, et en l'occurrence celle de Yaoundé 5, n'est pas toujours au fait des connaissances des droits, et nous avions voulu que ces imminentes grises que vous voyez dans la salle viennent leur entretenir sur leurs droits fondamentaux. Eh bien, restons toujours dans le cadre de la célébration de la Journée internationale de la femme pour nous rendre dans la région de l'Est, plus précisément à Bertois, où les ateliers de couture sont pris d'assaut par ces femmes qui souhaitent être très belles ce jour, et les couturières entendent remplir leur engagement avant le jour J, qui est le 8 mars prochain. C'est dans ce reportage que nous propose Benjamin et Sam. De répit pour les couturières du marché central en cette veille de fête à Bertois. Dans ce couloir, impossible de voir une autre couleur de tissu. L'échéance approche à grands pas et il faut faire vite malgré le manque d'affluence constaté. Nous les couturières, on n'arrive pas à s'en sortir comme avant. Le marché a changé. Les femmes ne se donnent plus à ça. Jusqu'à aujourd'hui, nous sommes pratiquement à 2 jours du 8 mars. Les femmes ne sont pas dehors. Il n'y a pas d'affluence. Le marché est calme et pur. Contrairement à l'année dernière, le pain du 8 mars a été livré jusque dans les villages reculés, ce qui limite les embouteillages. Approche genre oblige, les préparatifs n'excluent pas les hommes. En réalité, je suis venu retirer la robe de ma femme pour lui faire plaisir pendant la fête, avec qu'elle soit aussi heureuse. Je fais ça à son honneur. Eh bien, ce n'est pas le même engouement que l'on note du côté des Bertois, qui est observé à Banganté, c'est le chef du département du Dé. Nous sommes là, dans la région de l'Ouest Cameroun, où cette célébration se prépare avec timidité, comme l'indique ce reportage de Jérôme Narcisse Obzé. 10 minutes, cette couturière est assise devant son salon. Les préoccupée, elle attend impatiemment des éventuelles clientes du pain du 8 mars. Le prix aussi, ça ne va pas. Les gens se plaignent, même les gens ne passent pas, même celles qui passent se plaignent du prix, c'est toujours cher. 7500 le pain, sans compter la main d'œuvre, les congrès de prix qui ne nous laissent même pas sur le marché. Finalement, on ne sait pas si c'est la fête des femmes ou si c'est une menace pour les femmes. Dans cette partie du pays, il se raconte que les vraies femmes sont celles qui porteront le kaba conçu pour la Journée internationale de la femme. Un avis pas du tout partagé par les autres femmes. Je voulais de ça ne m'intéresse pas. Ce n'est plus comme les pains d'auparavant. Parce qu'avant, on arrangeait les bonnes pailles. Maintenant, ce n'est plus le bon pain. D'autres femmes évoquent cette réticence pour l'obtention du pain du 8 mars par des difficultés quotidiennes qui ne cessent de s'accumuler. Pas l'argent, seulement les collages des enfants me cassent beaucoup. Je n'ai même pas le courage d'acheter. Parce que la deuxième tranche, l'établissement nous tue beaucoup. C'est pourtant difficile pour une femme de se sentir à l'aise auprès des autres femmes si elle n'a pas le kaba. Et le plus souvent, elles font l'objet de médisances, d'intrigues et d'insultes même. Parce que pendant longtemps, on a fait identifier cette journée à la journée du pain. Le pain n'est que secondaire. En fait, il n'est même pas obligatoire. C'est pourquoi donc, de plus en plus, nous encourageons les femmes à défiler en tenue d'association, du moment où le pain même a créé beaucoup de problèmes dans les foyers. Malgré le pain et la fête qui masquent la misère des femmes, celle du Ndé reste tout de même décidée à célébrer dimanche prochain et à leur manière, comme de coutume, la 30e édition de la Journée internationale de la femme. Eh bien, rendez-vous est donc pris dimanche prochain, jour de festivités. Nous parlons à présent de ce mouvement d'humeur que viennent d'observer les employés de la société Justin Sugar Milk basée à Bertois. Les employés revendiquent 30 à 36 mois d'arriérés de salaire et pour se faire entendre, ils ont barré la route Bertois-Batouri. Le reportage de Benjamin Sam.
Ambiance lourde à Tikondi. D'un bout à l'autre de la route, un véhicule et un tracteur servent de barricades. Les grévistes sont en colère, seules des pancartes traduisent mieux leur humeur. Aucun véhicule ne peut se rendre soit à Bertoua, soit à Batouri. Petit à petit, défilent des véhicules, leurs passagers agrémentent le décor. Prise en otage, Madame le député RDPC Mbambaye Antoinette du Lomé-Direm, en provenance de ses plantations, tente une négociation. Rien à faire, la nervosité gagne de plus en plus les grévistes. Sur les pancartes, tout y passe. Au-delà de l'amalgame, les employés de Justin Sugar Mills revendiquent leurs arriérés de salaire. Je suis dans cette entreprise depuis mai 2012. Et tous ces grands travaux que vous voyez, routiers, bâtiments, terrassement agricole et tout, se font depuis cette date-là. Aujourd'hui donc, nous nous retrouvons à faire tous ces gros œuvres sans percevoir nos salaires. Mais aussi s'inquiètent de leur avenir avec l'arrivée de la société marocaine Cosumar. Notre société est en vente. Quand on nous a consultés, ce qui fait que maintenant nous ne savons pas à quel sort nous avons été exposés. Qu'est-ce qu'on va devenir si une fois l'entreprise est achetée par quelqu'un d'autre? Entre-temps, les passagers perdent d'impatience à poursuivre le voyage. Même le chef de village Tikondi 1 n'est pas informé de la vente de JSM aux Marocains. Réellement, ces sociétés doivent être vendues, mais nous, on connaît que les représentants des ministères sont venus demander et on a vu une personne au nom de Don. Et c'est Don qui s'est présenté ici. Bon, nous voulons que lui-même, il doit venir. Si c'est lui qui est cause de ça, qui doit venir payer ou il continue son travail. Informé de la situation, le préfet de la CADEI, Emmanuel Alpha, fera une descente rapide sur le terrain. Première action, libérer la voie publique avec l'aide des passagers. Ça peut à nouveau rouler dans les deux sens. Le préfet du département de la CADEI invite les ouvriers au respect de la réglementation en matière de grève, surtout à s'abstenir de barrer la voie publique. Pour le reste, il a promis tenir une séance de travail avec les grévistes afin d'aboutir à une solution pacifique. Les employés de Sugar Mills qui vivent en cauchemar, ce sera identique à la situation qui prévaut actuellement à Banganté, le chef-lieu du département d'Undé, où les populations vivent désormais au rythme des coupures intempestives de l'énergie électrique. Une situation qui a un sérieux impact sur l'activité économique. Les précisions avec Jérôme Nassis Obzé. Le chef du département d'Undé, à savoir Banganté, vit depuis quelques mois dans un coma latent à cause des interruptions répétées d'énergie électrique. Des moments où on passe des journées entières sans lumière. Et pour nous, les opérateurs économiques, avec nos petites entreprises, ça nous fauche sérieusement. Déjà au niveau des rendez-vous avec les clients, nous ne pouvons pas respecter. Notre emploi de temps aussi est bouleversé parce que nous ne pouvons pas respecter notre emploi de temps. Ces hommes sont pour la plupart obligés de garder à longueur de journée leur barbe faute d'énergie électrique dans les salons de coiffure. Dans les foyers par exemple, le malaise est sérieux. Vous imaginez que moi où il faudrait peut-être attirer l'attention de l'enfant ou des enfants sur leur cours ou ce qu'ils ont vu dans la journée ou ce qu'ils vont avoir demain. Coupure. Quelques minutes ça revient. Et, bon, ils viennent, nous sommes associés à aucun cas. Nous sommes des victimes résignées, des victimes résignées. C'est vrai, puisque quand vous allez à l'agence ici, on vous dit que non, c'est l'agent est privé, si vous avez des problèmes privés à la ça. Dans de nombreuses bureautiques et ateliers de la ville de Banganté, on ne sait plus à quel sens se vouer. Et nous ne sommes ni alertés pour nous aviser des coupures. Et enfin, quand bien même la panne, je ne sais pas si ce sont parfois des pannes, est arrangée, on ne nous dit pas pourquoi on nous a coupé. Alors, nous sommes là, on attend, c'est le phénomène du monopole, on attend. Eno nous montre de toutes les couleurs depuis que Eno s'est installé. Okay. On se demande même s'il ne faudrait pas encore revenir à AES-NET. Des responsables de Eneo que nous avons rencontrés nous informent hors caméra que des travaux sont en cours et que le calvaire que traversent les populations d'Undé tire bientôt à sa fin.
Rendons-nous à présent en Konsamba avec les habitants du quartier Ekolko qui se plaignent plutôt de ces poteaux électriques et même les câbles qui traînent à même le sol. Ces populations disent d'ailleurs avoir multiplié maintes sollicitations auprès de la société en charge de la distribution de l'énergie électrique, mais la situation est restée identique et ces populations craignent maintenant des éventuelles électrocutions. Le reportage de Cyrine Djemba et Sylvestre Hippolyte Zangaou. Des câbles électriques qui pendent sur les toitures des maisons et sur les branches des arbres. D'autres étalés à même le sol. Les populations du quartier Ekelko, en Konsamba, en ont l'habitude. Cependant, l'absence de réaction de la société en charge de la distribution de l'énergie électrique au Cameroun suscite leur colère et surtout la crainte du danger que représentent ces câbles. J'ai les enfants et c'était dangereux pour nous. Peut-être c'est quelqu'un qui passe étant peut-être ivre. Il peut entrer la corde. Nous, par exemple, on prend les piquets pour pousser ça, soit sur les barrières et autres pour que les enfants ne touchent pas. S'ils touchent, ils vont mourir. À ceci s'ajoutent les multiples chutes des poteaux qui supportent ces câbles électriques. Les populations des Kelko dénombrent un peu plus d'une dizaine de poteaux renversés, rien qu'au cours du mois de février 2015. Le poteau s'est tombé, ça fait un mois. C'est le dernier poteau qui est tombé au quartier. Il y a au moins 10 poteaux dans le quartier qui sont tombés. Nous ne comprenons pas comment nous pouvons à tout moment appeler et personne n'intervient. En Konsamba, les services de la société en charge de la distribution de l'énergie électrique au Cameroun affirment ne pas avoir été informés de la situation. Parlons de sport à présent et comme l'annoncé à l'entame de ce journal, les clubs camerounais auront bientôt des équipements de qualité. C'est le fruit de la convention signée à Yaoundé entre la Ligue de football professionnel du Cameroun et un équipementier italien. Plus de précisions avec Élisée Mbogba et Yannick Mazoua. L'image vestimentaire que présentent les clubs camerounais en général et ceux des Elite One et tout en particulier laisse à désirer. Oh, ben vous savez, les clubs camerounais n'avaient pas grand-chose. Depuis le départ de ces bienfaiteurs que je n'ose plus nommer ici, et les clubs camerounais n'étaient plus habillés, on s'est battu. Chacun a ses limites. Donc vous les aviez comme ça, il n'y avait que les couleurs. Mais la qualité n'y était pas. Oh, elle n'était pas très joyeuse, elle n'était pas très gaie, il faut être honnête. On se débrouille avec les moyens qu'on a, dans la précarité dans laquelle nous étions. C'est donc une nouvelle ère qui s'ouvre pour le football camerounais à travers cette convention de partenariat entre la Ligue de football professionnel du Cameroun et l'équipementier italien Garman. Je ne peux être qu'un homme heureux, savoir quand même que joueurs, encadreurs et arbitres sont habillés. Une convention vivement accueillie par les présidents des clubs. Il y aura un nouveau rayonnement parce que tous les clubs vont être bien habillés, que ce soit aux entraînements, que ce soit pendant les matchs. Je crois que ce partenariat est un partenariat vraiment gagnant avec Garman. Mais un accueil émaillé de quelques réserves. Comme on n'a pas encore le contenu de la convention, on ne sait pas, on va regarder. On verra qu'est-ce que réellement les clubs peuvent développer derrière cette convention. D'une durée de 4 ans, la convention prévoit la fourniture de 1260 kits par an aux 36 clubs des Ligue 1 et tout. Chaque kit est constitué de 12 articles personnalisés au logo du club et de la Ligue. Garman va également accompagner la Ligue dans ses diverses activités. Ainsi, ce partenariat va améliorer le bien-être des clubs et des joueurs, développer les compétitions sur le plan qualitatif et promouvoir l'image de la Ligue et des acteurs que sont les clubs et les joueurs. Enfin, les infrastructures sportives ne présentent pas du tout fière allure à Kribi, c'est le chef-lieu du département de l'Océan. L'illustration étant les activités de la Ligue départementale de volley qui se disputent sur un gymnase non conforme. Joseph Abena nous en dit plus dans ce reportage. C'est le tournoi de volleyball qui se déroule ici au gymnase de Kribi. Ces installations datent du temps de l'indépendance. Depuis lors, aucun projet de réhabilitation. Ces jeunes filles ont bien envie d'aller dans les vestiaires pour se mettre à l'aise. Mais l'état d'insalubrité les y repousse. Elles sont contraintes
de se débrouiller ailleurs. Oui, le gymnase, vous voyez vous-même. Quand il pleut, par exemple, hier soir, j'étais jusqu'à 18h. Quand il pleut, c'est couvert d'eau. Alors, il nous manque même de matériel. Le filet que nous utilisons là. Tout à l'heure, nous avons joué avec le Synages, le filet que le Synages nous a aidé. Heureusement, Dame Pluie n'est pas de ce rendez-vous. Et le tournoi peut se poursuivre allègrement avec la victoire du lycée bilingue de Kribi sur le Synages en messieurs, sur le lycée bilingue en volleyball dames. Vous avez vu la joie auprès des enfants, donc des joueurs. Alors c'est quelque chose de ça, nous avons organisé un pour vulgariser la discipline. Et pour occuper les enfants, pour que les enfants essaient de prendre goût. Quand les enfants prennent goût, ils ont envie de jouer. Malgré la bonne volonté des jeunes à s'épanouir dans le sport, la ville de Kribi, cité touristique par excellence, n'a jamais songé à se doter d'infrastructures sportives de qualité. Eh bien, nous sommes arrivés au terme de ce journal. Merci d'avoir été en notre compagnie. Permettez-moi de souhaiter par anticipation une bonne fête à toutes les femmes. Nous souhaitons également un bon début de week-end à toutes et à tous. Restez sur Equinox Télévision car nos programmes se poursuivent. Bonsoir.